J'ai acheté une maison au lac pour guérir, mais ma mère m'a imposé leur emménagement. Si tu n'aimes pas, pars, a-t-elle dit. D'un calme olympien, j'ai souri et préparé une surprise inattendue pour leur arrivée. Je m'appelle Amélie et j'ai 29 ans. J'avais passé des années à imaginer le moment où je pourrais enfin respirer sans que cette pression n'écrase ma cage thoracique, le jour où je me choisirais, sans excuse. Et ce moment est arrivé doucement, le matin où j'ai démissionné. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas de porte qui claque, juste un courriel calme et un doigt tremblant planant au-dessus du bouton à envoyer. J'ai déménagé dans une maison isolée au bord d'un lac dans le Morvan, un endroit fait de cèdre et de brume. Mais ma tranquillité a été brisée par une simple vibration. Ma mère appelait. Dans ma nouvelle maison, tout sentait le cèdre et la terre humide. C'était un sanctuaire sensoriel, loin des lumières fluorescentes et de l'anxiété constante du cabinet d'avocats spécialisé en contentieux. Pendant 3 jours, j'avais vécu dans un monde où le seul horaire était celui de la brume matinale s'élevant au-dessus de l'eau. Puis le téléphone a sonné. Le nom de Brigitte à l'écran n'était pas seulement un appel. C'était une faille de sécurité. Je l'ai fixé jusqu'à la dernière sonnerie, mon estomac se nouant en un œuf familier et déchiqueté. Quand j'ai finalement répondu, il n'y a pas eu de bonjour. Il n'y a pas eu de questions sur ma santé ou sur la façon dont je m'installais dans la maison à 480 000 € que je venais d'acheter avec chaque centime de mon travail indépendant. Au lieu de cela, sa voix est arrivée comme une convocation. Nous emménageons demain, a-t-elle dit. Le ton était plat, définitif, et portait le poids de quelqu'un qui supposait que ma vie n'était qu'une annexe de la sienne. Ton père a dit que c'était bon, a-t-elle ajouté, comme si le silence passif de Gérard était un sceau d'approbation légale. J'étais assise sur ma terrasse en bois, l'air froid me frappant le visage, mais je ne sentais rien d'autre qu'une clarté soudaine et vive. Pendant une seconde, mon esprit a essayé de trouver un moyen de les accommoder. C'était l'ancienne Amélie, celle qui considérait ses parents comme une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Mais l'analyste en contentieux en moi a pris le dessus. J'ai réalisé que Brigitte ne demandait pas une chambre. Elle organisait une prise de contrôle hostile. Elle a même ajouté avec un ton plus froid et plus tranchant, « Si ça ne te plaît pas, tu peux trouver un autre endroit. » L'audace de cette phrase m'a frappé comme un coup physique. Elle me disait de trouver un autre endroit où vivre dans la maison dont j'étais propriétaire. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas supplié pour qu'elle comprenne mon besoin d'espace. Au lieu de cela, une étrange concentration électrique s'est emparée de moi. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. J'ai réalisé qu'elle venait de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin pour cesser d'être une fille et commencer à être une propriétaire. J'ai raccroché le téléphone sans un mot de plus. Le silence du lac est revenu. Mais il était différent maintenant. C'était le silence d'une salle d'audience avant l'entrée du juge. Je me suis dirigé vers mon bureau, mais pas résonnant sur le parquet. Je n'ai pas ouvert de valise pour faire mes bagages. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un dossier que j'entretenais discrètement depuis des années. Un dossier que j'appelais le grand livre familial. Ce n'était pas une dépression. C'était une comptabilité. Au moment où la lune était haute au-dessus des pins, le tremblement de mes doigts s'était arrêté. Je n'étais pas la victime d'une invasion. Je préparais une surprise pour leur arrivée. J'ai ouvert le tableur que j'avais gardé caché sur un disque protégé par mot de passe pendant 3 ans. La plupart des gens gardent des photos de leurs parents dans leurs archives numériques. Moi, je gardais des reçus. Alors que la lumière bleue de l'écran de l'ordinateur se reflétait dans mes yeux, j'ai réalisé que je n'avais pas été une fille pour Brigitte et Gérard depuis longtemps. J'avais été une investisseuse silencieuse dans leur version d'un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient dépassé depuis plus d'une décennie. Et ce soir, le compte atteignait enfin 0. J'ai commencé à faire défiler. Ça a commencé modestement. 2800 € pour une réparation de voiture qui n'a jamais semblé avoir lieu. 750 € pour une facture de service public qui était censée être à une semaine de la coupure. Mais ensuite, les chiffres ont commencé à enfler, s'épanouissant comme des ecchymoses sur une page. Sur 12 ans, le total était stupéfiant. 105 000 €. C'était le prix de mon statut de bonne fille. C'étaient des frais d'abonnement que j'avais payés mensuellement pour maintenir la paix, pour empêcher mes côtes de s'écraser et pour maintenir l'illusion d'une famille vivante.
Une entrée spécifique m'a coupé le souffle, les 22 000 € que j'ai envoyés quand j'avais 24 ans. Je me souviens très bien de cette année. Je travaillais 80 heures par semaine au cabinet, vivant de café froid et d'adrénaline, dormant à peine. Brigitte m'avait appelé, hystérique, affirmant que Gérard avait besoin d'une opération d'urgence de la vésicule biliaire et que leur assurance avait une franchise énorme qu'il ne pouvait pas payer. Gérard était en arrière-plan, silencieux comme toujours, sa présence agissant comme le renfort silencieux de ses mensonges. Je n'ai pas hésité. J'ai vidé mes modestes économies et contracté un prêt personnel pour couvrir le reste. Je pensais que je sauvais la vie de mon père. 3 mois plus tard, je suis rentré à la maison pour une visite surprise. Il n'y avait pas de cicatrice chirurgicale sur Gérard. En fait, il semblait confus lorsque je lui ai demandé comment il se remettait. Mais je l'ai vu. Caché à l'arrière du placard de Brigitte, il y avait un sac à main de créateur en édition limitée qui coûtait exactement 5 500 €. Et une série de reçus de spa haut de gamme qui justifiaient le reste. Il n'avait pas utilisé l'argent pour un lit d'hôpital. Il l'avait utilisé pour des vacances de luxe pendant que je me tuais au travail pour rembourser le prêt. Quand j'ai confronté Brigitte, elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste regardé et a dit « Tu as tellement de choses, Amélie. Pourquoi ta mère ne devrait-elle pas avoir quelque chose de bien, aussi ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon amour était traité comme une marchandise. J'étais une ressource à exploiter, pas une personne à chérir. Assise là, dans ma maison au bord du lac, en regardant le total de 105 000 €, j'ai senti une vague de l'erreur des coûts irrécupérables essayer de me submerger. Une voix dans ma tête a murmuré que puisque j'avais déjà tant donné, autant donner ça aussi. Autant leur laisser la chambre d'amis. Mais ensuite, j'ai regardé le lac. La brume était épaisse et grise, cachant l'eau. Mais je savais que les profondeurs étaient froides et impitoyables. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'un audit. J'avais été la banque de la famille pendant 12 ans, et la banque était officiellement fermée. J'ai commencé à rédiger une liste détaillée de chaque euro que je leur avais envoyé. Chaque urgence, chaque prêt, chaque cadeau extorqué par la culpabilité. Je n'ai pas invoqué le regret car il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait que le bilan. J'en avais fini d'être une fille sur abonnement. À 6 heures du matin, le silence de la maison au bord du lac a été rompu, non pas par le cri d'un plongeon, mais par la vibration vive et persistante de mon téléphone sur la table de chevet. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Brigitte ne comprenait ni les fuseaux horaires ni les limites. Elle ne comprenait que ses propres besoins. J'ai pris l'appareil et j'ai vu une photo. C'était une photo granuleuse d'un camion de déménagement jaune vif garé dans une allée que je ne connaissais que trop bien. La légende disait, tout est chargé. Nous devrions être là vers midi. Assure-toi qu'il y a de la place dans l'allée pour la rampe. J'ai regardé l'image de l'énorme camion jaune, me demandant quelle carte de crédit ils avaient utilisée au maximum pour le payer, ou s'ils avaient utilisé les toutes dernières miettes de l'argent volé du prêt sur valeur domiciliaire pour financer cette invasion finale. Ils dépensaient leurs dernières économies sur un pari, pariant que je serais trop faible pour les refuser une fois qu'ils seraient garés sur mon gravier. Je n'ai pas sauté du lit. Je n'ai pas ressenti le besoin frénétique de l'appeler et de crier qu'elle ne pouvait pas venir. Je me suis simplement assise, l'air froid de la montagne me donnant la chair de poule sur les bras, et j'ai regardé les messages commencer à affluer comme une séquence d'attaques scénarisée. Brigitte passait à son principal mode de combat, la carte de la mère sacrificielle. Je n'arrive pas à croire que tu sois si difficile à ce sujet, lisait le SMS suivant. Après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi. Je t'ai porté pendant 9 mois. J'ai passé 20 ans à m'assurer que tu avais tous les avantages. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour que tu puisses avoir ce diplôme chic et ce travail dans la grande ville. Et maintenant que nous sommes dans le pétrin, tu veux nous traiter comme des étrangers. C'est navrant, Amélie. Vraiment navrant. J'ai regardé les mots aux 9 mois. Dans ma vie antérieure, ces mots auraient été une laisse me ramenant dans un état de conformité coupable. Mais en le regardant à travers le prisme d'une analyste en contentieux, j'ai vu un contrat défectueux. Un bail biologique de 9 mois n'accorde pas un droit à vie de squatter la santé mentale ou la propriété d'une fille adulte. Ma mère ne me voyait pas comme une personne. Elle me voyait comme un compte d'épargne à haut rendement qu'elle avait décidé de liquider sans préavis. Puis sont venus les renforts. Gérard a finalement rompu son silence,
bien que ce soit clairement dicté par Brigitte. Amélie, sois une grande personne ici, lisait son SMS. Ta mère est sous beaucoup de stress. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre logement et les nouveaux locataires emménagent demain. Nous n'avons littéralement nulle part où aller. Ne brise pas le cœur de ta mère pour une chambre d'amis. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. La manipulation était parfaite. C'était un mouvement de tenaille de culpabilité et d'urgence conçu pour me faire sentir comme un monstre si je ne rendais pas mes clés. Ils avaient intentionnellement brûlé leur propre pont pour s'assurer que j'étais obligé de leur en construire un nouveau. C'était une manœuvre calculée pour me piéger dans un coin où mes seuls choix étaient fille obéissante ou méchante de la famille. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé la brume se retirer du lac. J'ai ressenti une étrange curiosité détachée. Je me suis demandé s'il réalisait que dans tous ces SMS, dans toute cette grandiloquence émotionnelle, pas une seule fois il n'avait demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il n'avait demandé pourquoi j'avais quitté mon travail ou si j'étais heureuse. Il ne venait pas me voir. Il venait occuper une ressource. La prise de conscience n'a pas fait mal. Elle a tout simplifié. Je n'ai répondu à aucun message. Je ne leur ai pas donné le carburant d'une dispute. Les disputes sont pour les gens qui pensent encore qu'il y a un terrain d'entente à trouver. Je suis allé dans la cuisine, j'ai préparé une cafetière de café noir et je me suis rassise devant mon ordinateur portable. S'ils voulaient jouer à un jeu d'occupation à enjeux élevés, très bien. Mais ils entraient dans une salle d'audience, pas dans une réunion de famille. Je n'ai pas répondu au téléphone quand il a sonné à nouveau 10 minutes plus tard. Je n'ai même pas regardé l'écran pour voir le visage de Brigitte. Dans mon ancienne vie, j'aurais fait les 100 pas dans la cuisine, mon cœur battant contre mes côtes, répétant une douzaine de façons différentes de dire non sans paraître ingrate. Mais cette Amélie était partie. Elle avait été remplacée par une version de moi qui considérait toute cette situation comme une fusion d'entreprises ratée. Mes parents étaient la filiale tentant une prise de contrôle hostile de la société mère, et j'étais l'analyste en contentieux embauché pour l'arrêter. J'ai décidé de mettre en œuvre la méthode de la roche grise. C'est une technique psychologique que j'avais étudiée pendant mes mois les plus sombres au cabinet. Le but est de se rendre aussi inintéressant, aussi peu réactif et aussi froid qu'un simple caillou gris par terre. C'était une façon de priver Brigitte du drame dont elle avait soif. En devenant une roche grise, je choisissais d'être un non-événement, quelqu'un qui n'offre aucun carburant émotionnel, peu importe à quel point il pique ou pousse. Pour un narcissique, le silence est la salle d'audience ultime. Et j'étais sur le point de lui donner une peine à perpétuité. On ne discute pas. On n'explique pas. On ne se défend pas. Les narcissiques comme Brigitte se nourrissent de réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. En devenant une roche grise, je lui coupais son approvisionnement en oxygène. Je n'allais pas lui donner le plaisir d'une dispute à tue-tête ou la satisfaction de mes larmes. Je devenais un non-événement. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable. Je n'écrivais pas une lettre à ma mère. Je rédigeais un contrat de location à court terme formel. J'ai utilisé le même langage clinique et détaché que j'avais utilisé pendant des années dans des litiges à enjeux élevés. J'ai énuméré les termes avec une précision mortelle. Loyer mensuel, 3 200 €. Le prix exact du marché pour une propriété de luxe au bord d'un lac dans cette région. Dépôt de garantie, 6 400 € dû en totalité à l'entrée. J'ai ajouté des clauses sur les heures de silence à partir de 21 h, une politique anti-tabac strictement appliquée et une disposition selon laquelle toute modification permanente de la propriété entraînerait une expulsion immédiate. Ensuite, j'ai joint le tableur du grand livre familial en annexe. Je l'ai intitulé « Relevé des contributions familiales impayées 2014 à 2026 ». Je voulais qu'il voie le chiffre de 105 000 € en noir et blanc. Ce n'était pas un plaidoyer émotionnel pour qu'ils reconnaissent mon sacrifice. C'était une comptabilité de la dette qu'ils avaient déjà accumulée. C'était la preuve que l'abonnement de ma loyauté avait été payé en totalité et que la facture était maintenant en souffrance. Je n'ai pas renvoyé de SMS. Je n'ai pas rappelé Gérard. Au lieu de cela, j'ai envoyé un courriel formel à leur compte partagé. La ligne d'objet était les termes et conditions pour une occupation potentielle. J'ai gardé le corps du courriel à une seule phrase froide. 6 juin les exigences légales et financières pour votre séjour dans cette résidence privée. Veuillez les examiner et faire authentifier tous les documents avant votre arrivée.
J'ai cliqué sur envoyer. J'ai ressenti un étrange sentiment de puissance. Pour la première fois en 29 ans, le sol sous mes pieds était à moi. Je ne réagissais pas à leur chaos. Je définissais les paramètres de leur existence dans mon monde. Mon ordinateur portable brillait d'un autre type de lever de soleil, celui fait de faits, de chiffres et de châtiments tranquilles. J'ai pris une gorgée de mon café noir et j'ai regardé l'eau. La brume commençait à se dissiper, révélant le bleu froid et profond en dessous. J'étais prête. Je ne vérifiais plus seulement le grand livre. Je creusais dans les fondations de mon propre crédit. L'achat de la maison au bord du lac avait nécessité une plongée profonde dans mon historique financier. Et bien que la banque m'ait donné son accord, quelque chose dans les petits caractères me tracassait au fond de mon cerveau d'analyste en contentieux. J'ai ouvert mon rapport de crédit complet, la longue liste clinique de chaque dette et de chaque demande de renseignement jointe à mon nom au cours de la dernière décennie. Et c'était là, une ligne cachée dans un sous-menu des comptes clos, une marge de crédit sur valeur domiciliaire. Le montant était de 37 000 €. Elle était liée à l'ancienne maison de mes parents, celle qu'ils venaient de quitter. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il est devenu froid, comme l'eau au fond du lac. J'ai regardé la date d'ouverture du compte, le 12 juin 2024. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Je me souvenais parfaitement de juin 2024. J'ai passé tout ce mois à Londres. Je travaillais sur une fusion transfrontalière qui m'obligeait à être dans un bureau sécurisé de Canary Wharf de 8 h du matin à minuit tous les jours. Je n'étais pas dans le pays, et encore moins dans le bureau d'un notaire de ma ville natale. J'ai retrouvé mes anciens dossiers de voyage et mes relevés bancaires de ce mois-là. Il n'y avait pas de vol pour la France. Il n'y avait que des frais pour le métro de Londres et du café hors de prix dans la capitale britannique. Je suis retourné à la copie numérique de la demande de marge de crédit. Elle était là, ma signature, ou plutôt une version de celle-ci. C'était une imitation pratiquée et tremblante de mon écriture, griffonnée sur un document qui me désignait comme co-garante pour 37 000 €. Ils n'avaient pas seulement abusé de ma gentillesse. Ils avaient commis une usurpation d'identité. Ma mère avait gardé un dossier numérique de mes documents sensibles, ma carte de sécurité sociale et mes déclarations de revenus précédentes des années où je gérais leurs finances. Ils ont contourné la vérification physique de la banque en utilisant un portail de demande en ligne et un notaire local qui était un ami de longue date de la famille. Quelqu'un qui n'a pas posé de questions lorsque ma mère a prétendu que j'étais en voyage d'affaires mais que j'avais déjà signé les papiers à l'avance. Ils ont transformé ma loyauté d'enfant en une arme numérique. Ils avaient falsifié mon nom pour emprunter de l'argent qu'ils savaient ne jamais pouvoir rembourser, en utilisant ma parfaite cote de crédit comme leur garantie personnelle. Ce n'était pas une urgence familiale ou un malentendu. C'était un crime. La voix de ma mère lors de l'appel téléphonique a résonné dans ma tête. Nous emménageons demain. Ton père a dit que c'était bon. Soudain, leur précipitation à emménager chez moi avait un sens. Ils ne cherchaient pas seulement une chambre d'amis. Ils fuyaient l'épave du château de cartes financier qu'ils avaient construit, en utilisant mon nom comme fondation. Ils avaient vendu leur maison pour couvrir d'autres dettes. Mais ces 37 000 € étaient toujours là, suspendus au-dessus de ma tête comme une guillotine. Je me suis frotté les yeux, mais je ne me sentais plus fatigué. J'avais l'impression d'être de retour au tribunal, face à un accusé qui venait d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'était le coup de grâce. En contentieux, il y a toujours une preuve qui fait s'effondrer toute la défense. C'était ça. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. J'ai simplement téléchargé le document et je l'ai enregistré dans un dossier intitulé « Preuve ». L'arrivée. La trahison n'était pas une tempête soudaine. C'était une lente pourriture. J'avais enfin décidé de l'exposer à la lumière. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible pour redevenir une bonne fille, que cette Amélie était morte, enterrée sous 37 000 € de dettes falsifiées. Alors que je regardais la première vraie lumière du soleil frapper la surface du lac, j'ai réalisé que je ne protégeais plus seulement ma maison. Je me préparais à poursuivre mon passé. Le bruit des pneus sur le gravier a annoncé leur arrivée exactement à midi. J'ai regardé depuis la fenêtre du salon le SUV noir entrer dans mon allée avec l'énorme camion de déménagement jaune que j'avais vu sur la photo qui le suivait de près. On aurait dit une ombre prédatrice suivant son éclaireur. Les deux véhicules s'arrêtant avec la confiance imméritée d'une armée d'invasion.
Brigitte est sortie la première, ses yeux balayant immédiatement le bardage en cèdre et la vaste terrasse avec un regard de satisfaction prédatrice. Elle ne regardait pas ma maison comme un lieu de guérison. Elle arpentait son nouveau royaume. Gérard a suivi, les épaules voûtées, portant la même expression absente qu'il avait portée toute ma vie, le visage d'un homme qui regardait sa femme allumer des incendies et lui tendait simplement les allumettes. Ils n'ont pas frappé. Brigitte a poussé la porte d'entrée et a pénétré dans l'entrée comme si elle franchissait une ligne d'arrivée. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé la poussière sur les plinthes. Amélie, tu aurais vraiment dû balayer avant notre arrivée, a-t-elle lancé, sa voix résonnant à travers les hauts plafonds. La critique est arrivée avant l'affection, comme toujours. Gérard se tenait derrière elle, une ombre silencieuse dans l'embrasure de la porte. Je me tenais fermement au centre de l'entrée, bloquant physiquement le passage vers le reste de la maison. J'avais vu assez d'affaires juridiques pour savoir qu'une fois qu'ils auraient déplacé leur carton au-delà de ce seuil et dormi une seule nuit, ils pourraient revendiquer la résidence. Je n'allais pas laisser une seule valise toucher mon sol jusqu'à ce que les termes soient signés et que le piège soit tendu. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas offert de câlin ou un verre d'eau. Je me suis simplement tenu près de la table de la salle à manger où 3 épais classeurs blancs reposaient en une rangée soignée. Je vous ai préparé quelque chose, ai-je dit. Ma voix était égale, presque détachée. Brigitte a fait une pause, une lueur de suspicion traversant son visage. Oh, s'il te plaît, Amélie, ne commence pas avec le drame, a-t-elle dit, agitant une main avec dédain. Nous conduisons depuis des heures. Nous voulons juste nous installer dans notre chambre. Laquelle est la nôtre? Celle avec la vue sur le lac? Je n'ai pas répondu. J'ai fait un geste vers la table. J'ai ouvert le premier classeur et je l'ai fait glisser vers elle. C'est l'audit détaillé des 12 dernières années, lui ai-je dit. 105 000 €. Chaque loyer que j'ai couvert, chaque facture médicale que j'ai payée. Chaque luxe que vous avez exigé sous le couvert d'une urgence. Le visage de Brigitte s'est crispé. Essaies-tu sérieusement de facturer tes parents, a-t-elle exigé, sa voix montant dans ce registre familier de droit outré. Gérard s'est agité mal à l'aise, regardant le sol. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai ouvert le deuxième classeur. C'est une copie de la demande de marge de crédit sur valeur domiciliaire de juin 2024, ai-je dit. 37 000 €. Elle comporte une signature qui ressemble remarquablement à la mienne, malgré le fait que j'étais à 5000 km à Londres le jour où elle a été authentifiée. La couleur a quitté le visage de Brigitte si vite que c'en était presque cinématographique. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant et absolu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est un crime, maman. C'est une usurpation d'identité et une fraude bancaire. J'ai les dossiers de voyage et les preuves scientifiques pour prouver que je n'étais pas là. Et ne pense pas que ton ami de la famille au bureau du notaire soit en sécurité non plus. J'ai déjà rédigé une plainte formelle auprès du procureur pour faire révoquer sa commission, ainsi qu'une poursuite civile pour négligence professionnelle. Je démantèle tout le réseau que tu as utilisé pour me trahir. En commençant par quiconque a osé mettre un sceau légal sur tes mensonges. J'ai ouvert le troisième classeur. C'est un contrat de location à court terme. Si vous restez en tant que locataire. Vous paierez 3 200 € par mois. Vous signerez ce contrat qui inclut une clause selon laquelle vous rembourserez les 37 000 € que vous avez volés dans les 24 mois, où je remettrai ce deuxième classeur au procureur de la République. L'explosion que j'attendais est finalement arrivée. Brigitte a crié que j'étais ingrate, que j'étais un monstre, et que la famille ne se faisait pas ça. Mais pour la première fois de ma vie, ces mots n'avaient nulle part où atterrir. J'étais une roche grise. J'étais une salle d'audience. J'étais la loi dans ma propre maison. Gérard a finalement parlé, la voix tendue. Amélie, c'est extrême. Non, ai-je répondu tranquillement. Ce qui était extrême, c'était de supposer que vous pouviez prendre ma vie chaque fois que cela vous convenait. Vous croyez que l'autorité voyageait avec vous. Ce n'est pas le cas. Elle est restée à la porte. Vous pouvez signer le contrat et payer votre dû, ou vous pouvez remonter dans ce SUV et trouver un autre endroit. Le choix vous appartient entièrement, et pour une fois, vous n'avez aucun pouvoir sur le résultat. Brigitte a regardé autour de la pièce, et pour la première fois, elle l'a vue pour ce qu'elle était, une forteresse qu'elle ne pouvait pas franchir. Elle paraissait plus petite, soudainement plus âgée.
Ils n'ont pas signé. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Sans un mot, Brigitte s'est retournée et est sortie, ses talons claquant sèchement sur le bois. Gérard l'a suivi, un renfort silencieux, jusqu'à la toute fin. Je me suis tenu sur la terrasse et je les ai regardés s'éloigner en voiture. L'océan de pin vert avalant le SUV. La peur qui avait défini ma vie s'est dissoute en une certitude froide et belle. J'étais enfin seul, et pour la première fois, j'étais en sécurité. Le bruit de leur moteur s'est estompé au loin jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent dans les pins. Je suis resté sur la terrasse pendant longtemps, regardant le soleil descendre vers les montagnes. Le lac était d'un bleu profond et imperturbable, faisant écho à la quiétude qui était enfin revenue dans ma maison. Dans les films, ce moment aurait été bruyant, une partition musicale triomphale ou un effondrement dramatique en larmes. Mais ma victoire était silencieuse. C'était le son d'une porte lourde se verrouillant enfin en place. C'était le sentiment d'une dette réglée, non pas avec de l'argent, mais avec la vérité. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai regardé les 3 classeurs blancs posés sur la table. Ils ressemblaient à des fournitures de bureau ordinaires, mais ils étaient les plans de ma libération. Je les ai ramassés et je les ai mis dans un tiroir. Je n'avais plus besoin de regarder les chiffres. 105 000 € de soutien documenté. 37 000 € de dettes falsifiées. Ces chiffres ne définissaient plus ma valeur. Ils définissaient la distance que j'avais parcourue pour me sauver. J'ai versé le reste de mon café dans l'évier et j'ai réalisé que pour la première fois en 29 ans, je n'attendais pas que le couperet tombe. Je ne me préparais pas à un appel téléphonique. Je vivais, tout simplement. Au cours des semaines suivantes, le silence de la maison au bord du lac est devenu mon meilleur ami. Je n'ai plus eu de nouvelles de Brigitte ou de Gérard. Il n'y avait plus de SMS sur le devoir familial ou les cœurs brisés. Quand vous montrez à un prédateur la cage que vous avez construite pour lui, il revient rarement tester les barreaux. J'ai passé mes matinées à regarder la brume et mes après-midi à marcher le long du rivage. J'avais échappé à la pression écrasante dans ma cage thoracique, et à sa place, j'ai trouvé une force stable et tranquille. En repensant à cette nuit, j'en suis venu à réaliser quelque chose que je pense que beaucoup d'entre nous ont du mal à admettre. On nous enseigne souvent que la famille est un contrat inconditionnel, un lien qui justifie n'importe quelle quantité d'abnégation. Mais j'ai appris que l'amour sans respect n'est que du contrôle, portant un masque plus aimable. Si vous vous trouvez dans une situation où votre paix est traitée comme une marchandise, rappelez-vous que vous êtes autorisé à effectuer un audit de votre propre vie. Vous êtes autorisé à compter le coût de votre loyauté. Nous restons souvent dans des situations toxiques à cause du coût irrécupérable. L'idée que parce que nous avons déjà tant donné, nous devons continuer à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais la vérité est que la seule façon d'arrêter de perdre est d'arrêter de payer. Le pardon est une belle chose, mais ce n'est pas une condition requise pour votre guérison. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'être froid et clinique. Parfois, la seule façon de trouver votre voie est de laisser le silence parler. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne. Parfois, c'est juste l'acte de se libérer de l'attente qu'ils changeront un jour. Je n'ai pas eu d'excuses et je n'ai pas récupéré mes 37 000 €, mais j'ai récupéré mon avenir. J'ai appris que non est une phrase complète et que les limites ne sont pas destinées à punir les autres. Elles sont destinées à protéger la version de vous qui a enfin appris à respirer. Si vous êtes aujourd'hui devant votre propre bouton à envoyer, tremblant et effrayé, sachez simplement que la paix de l'autre côté vaut chaque parcelle de la lutte.